Bonjour tout le monde, donc séance du mercredi 1er avril 2020, on court sur le langage ensembliste et puis si on a un petit peu de temps, aborder parler de l'algèbre de Boole. Ok? Donc je vous demanderai simplement de couper vos micros si vous n'avez pas d'intervention à faire, hein. Ça évite le bruit intempestif. Je commence par j'introduis donc le langage ensembliste. Donc la dernière fois on avait parlé de tout ce qui est proposition calcul de proposition et de prédicat. Et donc là aujourd'hui, on va donc aborder le langage ensembliste. On va parler donc de l'inclusion, du complémentaire, de la réunion, de l'intersection et diverses propriétés. Alors, on va commencer par certaines définitions. Donc là, attention, il va falloir prendre le cours écrit parce que donc là, pour la première partie, pour juste cette première partie-là, je l'ai écrite et le reste, tout ce qui viendra après, je ferai j'écrirai donc au tableau. Ok? Je vous invite à prendre des notes. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, au départ, nous avons ce qu'on appelle un référentiel. Nous avons ce qu'on appelle un référentiel E. Un référentiel E. Donc ça va être notre référentiel. Ok? L'ensemble E. Et nous avons ce qu'on appelle l'opération inclusion. On dit qu'un ensemble A, on dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble E. On dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble E. Si et seulement si, quel que soit x, je peux prendre n'importe quelle valeur de x, dès lors que x appartient à A, alors ça implique quoi? Que x appartient à E. C'est comme ça qu'on définit l'inclusion. Et on écrit A inclus dans E. Ça se lit, A est inclus dans E. Ça se lit A est inclus dans E. On dit que A est un sous-ensemble ou une partie de E. On peut écrire que A est une partie, le mot partie s'écrit comme ça. Ça, c'est une partie de E. A est un sous-ensemble de E ou une partie de E. Ok? Je peux vous donner un exemple. Si on prend l'ensemble E qui est composé des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ensemble A qui est composé des entiers pairs. L'ensemble A qui est égal à 2, 4 et 6. Tout le monde a compris que A est inclus dans E. Autrement dit, A est une partie de E. Ok? Encore une fois, donc ici on me dit, donc le sens appartenance, un élément appartient à un ensemble, mais un ensemble est inclus dans un ensemble. Donc ici, juste une petite correction, quand j'écris que A est égal à P de E, ce n'est pas tout à fait vrai. P de E, c'est l'ensemble des parties. P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Donc A est une partie de E. Mais A n'est pas égal à P de E. On verra tout à l'heure ce que c'est P de E.
Donc là, je vais écrire que P de E. Je vais écrire que P de E pour être sûr. Alors, P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Je répète, P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Pour vous montrer ce qu'est l'ensemble des parties d'un ensemble, admettons que je prends un ensemble E, je vais le rendre tout petit, il comprend les nombres suivants, 1, 2 et 3. D'accord? L'ensemble E est composé des éléments suivants, 1, 2 et 3. L'ensemble des parties de E, je vais faire la liste. L'ensemble des parties de E, c'est ce qu'on appelle une partition de E. Allez, donnez-moi toutes les parties de E. Quelle est la plus petite partie de E? Quelle est la plus petite partie de E? C'est quel ensemble? Non, c'est l'ensemble vide. La plus petite partie de E, c'est l'ensemble vide. Ensuite, ce sont toutes les parties qui comportent un élément. D'accord? Ensuite, ce sont toutes les parties qui comportent un élément. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres parties de E? Ce sont toutes les parties qui comportent combien? Deux éléments. 1, 2. 1, 3. Et enfin, 2, 3. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Quelle est la dernière partie? Eh bien, 1, 2 et 3. Voilà l'ensemble des parties de E. La plus petite partie de E, c'est la partie vide. Celle-ci, on l'appelle la partie vide. Partie vide. Et la plus grande partie de E, on l'appelle la partie pleine. Partie vide, partie pleine. Ça, ce sont toutes les parties à 0 élément. Partie à 1 élément. Partie à 2 éléments. Et comme l'ensemble E comporte 3 éléments, la partie pleine est bien sûr la partie à 3 éléments. David, je reprends un exemple plus petit. Ok, David? Je prends un ensemble E. Ok, David? Un ensemble E qui est composé des éléments suivants. Petit a, virgule, petit b. Alors David, donne-moi l'ensemble des parties de E. Vas-y. Quelle est la plus petite partie de E? C'est la partie. Alors, c'est la partie. David, il veut parler? Oui, il peut parler. Quelle est la plus petite partie de E? C'est la partie vide. Ok, David. Donc j'écris ensemble vide. Ensuite, toutes les parties à combien d'éléments? Un élément. Ça veut dire quoi? A et B. Ok? Et ensuite, la dernière partie, c'est tout simplement l'ensemble E lui-même. C'est ce qu'on appelle la partie pleine. Est-ce que ça va? Voilà. Merci. Okay. Juste une question. Lorsqu'un ensemble comporte deux éléments, il y a 2 au carré
parties possibles. Lorsqu'un ensemble comporte 3 éléments, il y a 2 au cube parties possibles. Là, vous voyez, il y a 4 parties possibles. Et là, il y en a 3, ça fait 8. 2, 4, 6, 8. Lorsqu'un ensemble comporte n éléments, il y a combien de parties possibles? 2 exposant n. Est-ce que c'est bon? Lorsqu'un ensemble comporte n éléments, la partition de E est composée de 2 exposant n éléments. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux? Je répète. Si vous avez un ensemble A, je prends un ensemble A qui est composé de 1, 2, 3. L'ensemble A est toujours inclus dans A. L'ensemble A est toujours inclus dans A, en vertu de ce qui est écrit ici. Quel que soit X appartenant à A, si ça implique que X appartient à A, ça veut dire que A est inclus dans A. Donc ici, car, quel que soit X, X appartient à A, implique bien que X appartient à A. Donc si X appartient à A implique que X appartient à A, ça se traduit bien par A est inclus dans A. Donc n'importe quel ensemble est inclus dans lui-même. Maintenant, le plus petit des ensembles, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide est toujours inclus dans A. L'ensemble vide est toujours inclus dans A. Deux ensembles sont égaux. Un ensemble A est égal à un ensemble B. Deux ensembles sont égaux s'ils contiennent exactement les mêmes éléments. Donc A égale B équivaut à A égale B équivaut à, quel que soit X. X appartient à A équivaut à X appartient à B. Donc je répète, deux ensembles sont égaux s'ils contiennent les mêmes éléments, quel que soit X. Dire que X appartient à A équivaut à dire que X appartient à B. On va maintenant définir le complémentaire de E. Donc ça c'est l'ensemble A. Ça, c'est l'ensemble d'abord E. Là, je définis l'ensemble A. Et ça, c'est l'ensemble A. Est-ce que vous êtes d'accord que le complémentaire de A par rapport à E, c'est tout ce qui se trouve ici. Le complémentaire de A par rapport à E que l'on note, complémentaire, 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 de A par rapport à E. Le complémentaire de A par rapport à E s'écrit aussi, s'écrit A bar. A bar, c'est le complémentaire de A par rapport à E. Admettons que E, ça soit les résultats du lancer d'un dé. Donc E est composé de 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Et que A est composé des résultats des nombres des entiers pairs. Le complémentaire de A dans E, que l'on note A bar, c'est tout simplement les résultats comment? Impairs. Est-ce que vous avez compris? Donc ça c'est E, ça c'est A, et ça c'est le complémentaire de A dans E. Ou bien, c'est le complémentaire de A dans E qu'on note ou comme ça, ou comme ça. Nous, on utilisera la lettre A qu'on lit A bar. Ça se lit A bar. Alors, comment on traduit ça? Donc, qu'est-ce que c'est A bar? A bar, c'est quoi? C'est l'ensemble des X appartenant à E tel que X n'appartient pas à A. C'est tous les éléments de E, sauf ceux qui sont dans A. Est-ce que vous avez compris cette écriture? Donc, l'ensemble A bar, c'est l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à A. En toute logique, si A est une partie de E, alors A bar est aussi une partie de E. Oui. Alors, c'est Emmanuel. Oui, Emmanuel, j'écoute. Non, c'était pour tout à l'heure parce que je voulais intervenir pour D'accord. répondre ensemble de A est égal à 300, 1, 300, mais j'ai vu c'était coupé. Ah oui, d'accord, j'ai effacé, tu veux dire. Non, 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 j'allais donner la Ah réponse. oui, d'accord, excuse-moi. Ok, d'accord, excuse-moi. Ok, parfait. Non, je t'ai coupé le micro parce qu'il y avait du bruit tout à l'heure, c'est pour ça. Non, c'est pas vous qui l'avez coupé, c'est quand j'ai changé d'appareil. Ah, ok, ça roule. Ok, ok, ça roule. Ok, est-ce que vous suivez tout le monde? Est-ce que tout le monde suit ce que je fais ou pas? Donc, on va définir deux opérations qui sont la réunion et l'intersection. Alors, je vais effacer. Je vais aborder donc la réunion. Donc, on va écrire ceci. On va prendre donc intersection et réunion. Je vais commencer par ceci, par la réunion. On va prendre soit grand A, soit alors, soit grand A et grand B, deux parties de E, ou des parties de E. Donc grand A et grand B sont des parties de E. A union B, A union B, se lie A union B, ou bien se lie A ou B. C'est quoi A union B?
c'est l'ensemble des x. C'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que. C'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que x appartient à A, ou x appartient à B. On peut aussi écrire ceci, A ou B. C'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que x appartient à A, ou x appartient à B. Le mot ou. Donc si je fais un schéma, un diagramme de veine, donc ça c'est l'ensemble A, pardon, ça c'est l'ensemble E, et là j'ai l'ensemble A, et là j'ai l'ensemble B. A ou B, ce sont tous les éléments qui sont dans A, ou dans B. Ça c'est A ou B. Est-ce que ça va? Donc ça c'est A ou B. Que là, faut-il que A se lie à... Un exemple numérique tout simple. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, avec E qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si j'ai l'ensemble A qui est composé des nombres pairs, j'ai l'ensemble B qui est composé des multiples de 3, 3, 6. La réunion A union B, ce sont tous les éléments qui appartiennent à A ou à B. Donc c'est quoi? C'est 2, 3, 4 et 6. Est-ce que ça va? Voilà ce que c'est A union B. Donc ici, le OU, c'est bien sûr un OU inclusif. L'élément qui appartient à A union B, c'est un élément qui peut être dans A, qui peut être dans B, mais qui peut être aussi à la fois dans A et B. Vous voyez, le 6, il est à la fois dans A et B. Et je le retrouve bien dans A union B. Alors maintenant, on va passer, s'il vous plaît, à l'intersection. Donc l'intersection. Cette fois-ci, je vais changer le signe, donc ici. Et donc là, changer le signe. Voilà. 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 Et voilà. Donc l'intersection, donc s'écrit A inter B, se lit A inter B, ou se dit A et B. A inter B, A et B. Qu'est-ce que c'est A inter B? C'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que x appartient à A, attention, et x appartient à B. Ou bien, c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que x appartient à A, attention, le et, c'est écrit comme ça, et x appartient à B. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, le référentiel, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'ensemble A, c'est 2, 4, 6, les nombres pairs, les entiers pairs. L'ensemble B, c'est les multiples de 3.
A inter B, c'est ce qui appartient à la fois à A et à B. X appartient à E tel que X est dans A et dans B. Quels sont les éléments qui sont à la fois dans A et dans B? B6 déjà. Voilà, et c'est tout. Voilà l'intersection. Le 6 et le 4. Ah, où tu vois le 4? Non, il n'est pas dans B. Ah non, 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 pardon. D'accord, David? Merci. Ok. Ah, Ok. ouais, c'est bon. Alors maintenant, si je prends un diagramme, si je représente ça par un diagramme de veine, voilà ce que ça me donne. Je prends donc toujours mon référentiel. Je prends mon référentiel qui est E. Ici, je prends un ensemble A. Donc ça, c'est A. Ça, c'est l'ensemble B. Et donc là, vous avez compris que A inter B, c'est ce qui appartient à la fois à A et à B. Voilà ce que c'est l'intersection. Est-ce que ça va? Voilà, donc là, vous avez A inter B. Si je prends un ensemble C, donc je rajoute un ensemble C, par exemple, qui serait égal à 3 et 5. Si je vous demande de trouver l'intersection de A et C, qu'est-ce que vous dites? A étant ici et C étant ici. Quelle est l'intersection de A et C? Il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on met? Un 0 Voilà, on met crasé, non? l'ensemble vide. D'accord? Ouais. On dit que l'intersection est vide. Donc, on dit que A, les ensembles A et C sont des ensembles disjoints. Les ensembles A et C sont des ensembles disjoints, car leur intersection est vide. Donc, A et B sont disjoints. Les ensembles A et B sont disjoints si et seulement si A inter B égale la partie vide. Deux ensembles sont disjoints si leur intersection est vide. On va maintenant énoncer quelques propriétés. Première étape, d'abord la propriété de commutativité de l'union et de l'intersection. Il faut savoir que quels que soient les ensembles A et B, il faut savoir que A union B est égal à B union A. L'intersection est aussi une opération commutative. A inter B est égal à B inter A. Alors maintenant, dites-moi à quoi serait égal A union A bar. Et à quoi serait égal A inter A bar. A union A bar, ça serait quoi? Personne n'a la réponse? Regardez. Monsieur, Oui, Manu. A union A bar, c'est tout ce qui est dans A et Ou qui est un ou dans A bar. l'ensemble de A. Bah oui, donc c'est quoi? Regardez. Regardez ici. Là, c'est E, n'est-ce pas?
Et Là, c'est le référentiel. C'est toujours le référentiel, il ne faut pas oublier. Ça, c'est le référentiel E. A est une partie de E. D'accord? Et qu'est-ce qui se trouve ici autour? E, Non, là, non, tout ça, c'est E. Là, tout ce qui n'est hmm, pas dans A s'appelle comment? à bas. Et donc, A union A bar, c'est quoi? Tout ce qui est dans A, E, 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 A, pas A. c'est E. A c'est E, ouais. Regardez. Je prends l'exemple de tout à l'heure. E. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous me suivez? Je prends A, tous les résultats pairs. A, ce sont tous les résultats pairs. Le complémentaire de A ou le contraire, le complémentaire de A, je l'ai appelé A bar, ce sont tous les résultats comment? Impairs. Et si vous faites A union A bar, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous faites celui-ci union celui-là. Vous retrouvez quoi? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous retrouvez bien l'ensemble E. Est-ce que c'est clair? Et Quand vous prenez un ensemble, vous faites union le complémentaire, vous retrouvez le référentiel. Vous le voyez mieux comme ça. Ça, c'est le référentiel E. D'accord? Ça, c'est E. Ça, c'est A. Ça, c'est A bar. Si vous réunissez A et A bar, vous retrouvez bien la totalité. Non? c'est À quoi est égal A inter A bar? Rebecca, tu l'as dit tout à l'heure. Cette fois-ci, oui. L'ensemble vide. Voilà. Puisque, pourquoi c'est l'ensemble vide? Si X appartient à A, si X appartient à A et X appartient à A bar, ben c'est que X appartient, X ne peut pas appartenir à A, X ne peut pas appartenir à A. Si X appartient à A, ça implique que X n'appartient pas à A bar. Donc je ne peux pas trouver un élément qui soit à la fois dans A et dans A bar. Ça veut dire que l'ensemble A et l'ensemble A bar sont comment? Sont des ensembles comment? Disjoints. Est-ce que c'est bon? L'ensemble A et l'ensemble A bar sont disjoints, sont disjoints. Ok, je continue. Est-ce que vous avez des questions? Je continue. Si j'écris ça maintenant, si j'écris A, alors E c'est le référentiel, hein, toujours. E c'est le référentiel. Si j'écris A union E, c'est égal à quoi? A bar, A. A, E, E c'est union. le référentiel. Si je fais A union E, ça me donne quoi? Oui, E. ça donne E, c'est logique. Si vous faites A union l'ensemble qui contient A, c'est E lui-même, c'est logique. Vous comprenez? Et si je fais A inter E, ça donne quoi? Qu'est-ce qui appartient? E, C'est combien? c'est repris. C'est quoi? C'est A. C'est A. Ouais. Si A inter E, comme A est inclus dans E, comme A est inclus dans E, alors A inter E égale A. Maintenant, à quoi est égal A union l'ensemble vide? normalement ça doit faire l'ensemble vide. Union, Emmanuel.
A, A. A, A, voilà. Est-ce que ça va? Donc là, je veux calculer A inter B union C. C'est la distributivité de l'intersection par rapport à l'union ou sur l'union. C'est comme la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Vous faites A que multiplie B plus C, ça fait bien A fois B plus A fois C. Donc par analogie, qu'est-ce que vous dites ici? Ça fait quoi? A inter B union C, ça fait combien? Allez, qui veut se lancer? A inter, ça fait A inter B, A inter B, c'est bien Rebecca. Après, union, union, union A inter C. excellent. A inter C. Oui, vous distribuez l'inter. Vous faites Ouais. A inter B, union, signe opératoire, union, A inter C. Maintenant, on peut faire le contraire. On peut distribuer l'union sur l'intersection. Et donc là, ça fait quoi? Allez, je vous écoute. A union B. A union B, Inter. inter, A union C. très bien, très bien. Maintenant, on peut aussi utiliser la loi de De Morgan, comme on l'a fait en logique, comme on l'a fait pour les Logique A. propositions. Regardez bien, si je fais A union B bar, j'applique De Morgan, A union B bar, ça donne quoi? Ça donne A bar, le union devient quoi? Intersection B bar. Si j'écris A inter B bar, ça me donne quoi? A bar. A bar, Union union, B bar. très bien. Je peux même calculer, si je veux étendre ça, si jamais j'ai A bar, union B bar, ça donne quoi? Ça fait A. A Inter inter, B bar. voilà. Et si j'ai quasiment A bar, inter, B bar, Ça fait A bar. non, Non, A. A, Union B. union, B. Ben, je retrouve ici. Si je fais le contraire de ça, oui, regardez ici. Si je fais le contraire de ça, le complémentaire de ça, je retrouve bien A union B. Voilà. Vous avez compris? Très bien. Donc là, maintenant, on va aborder l'algèbre de Boole. Donc, on va prendre un exemple introductif. Alors, donc, imaginons qu'on ait donc deux interrupteurs et une lampe. Donc, ça, c'est pour vous montrer l'aspect électrique, le côté informatique, les fameuses sorties 0,1. Le courant passe ou ne passe pas. Donc, imaginez qu'on ait donc deux interrupteurs et, euh, et une lampe. Mais interrupteurs, ils peuvent être soit en série, donc soit en série, soit en parallèle. On va commencer par des interrupteurs en série. Donc, on peut avoir la disposition suivante. Le premier interrupteur qui est comme ça, que j'appellerai A. Donc là, oui, il est ouvert. Ah, désolé, j'ai été interrompu. Donc, je reprends le fil de mon raisonnement. Je ne sais pas où j'en étais. Au deuxième donc, interrupteur. Alors, je vais poser la vidéo, faire l'interrupteur pour juste.
Donc ici, alors donc j'ai ici l'interrupteur A. Ah, zut. Donc interrupteur A, interrupteur B, et là j'ai la lampe. Là pareil, interrupteur A, interrupteur B, et là j'ai la lampe. Donc vous avez compris que l'interrupteur A, il peut avoir deux positions, soit ouvert, soit fermé. Ouvert, ça sera 0, fermé, ça sera 1. D'accord? Donc l'interrupteur A, il peut être soit ouvert, soit fermé. Donc ouvert 1, fermé 0. Donc ici, on va donc, je vais utiliser donc trois variables, petit a, petit b, petit l. Donc je vais utiliser trois variables. Alors les variables, donc on appellera des variables booléennes. Donc qui vont être égales soit donc a, b et l, qui vont être égales soit à 0, soit à 1. Donc ici, vous avez compris, donc je vais faire ici ce qu'on appelle une table de vérité, dans laquelle je vais représenter donc toutes mes variables, les deux situations. Et vous allez comprendre le et, le ou et le et. Ou le et le ou. Donc ici, j'ai le premier interrupteur, le second et la lampe. Pareil ici. Pareil. OK. Alors. Donc, voilà. 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 Donc ici, nous avons ici petit a, petit a, petit b et petit l. Petit a, petit b et petit l. Donc là, le a, ça peut être, on a déjà appris ça, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 et 1, 0. Dans cette situation-là, la variable a est égale à 0. Donc là, si l'interrupteur est ouvert, l'interrupteur A est ouvert, l'interrupteur B est ouvert, donc je suis ici, les deux sont ouverts. Est-ce que la lampe s'allume? Lorsque la lampe s'allume, c'est 1. Lorsqu'elle n'est pas allumée, c'est 0. Donc si l'interrupteur A est ouvert, l'interrupteur B est ouvert, la lampe ne s'allume pas, donc ça me fait 0. Si l'interrupteur A est ouvert, l'interrupteur B est fermé, ça me fait encore 0. La lampe ne s'allume pas. Autrement dit, pour que la lampe s'allume, il faut que l'interrupteur A et l'interrupteur B soient tous les deux fermés. Donc la seule façon d'avoir A et L égale à 1, il faut que A soit 1 et B soit 1. Donc ici, on verra que L est tout simplement A et B. A et B. A et B. Ou A and B. Voilà. Et ici, nous avons ce qu'on appelle un montage en série. Là, nous avons ce qu'on appelle un montage en parallèle. Vous avez compris que la lampe ne s'allumera pas si A et B sont tous les deux ouverts. Autrement dit, j'aurai un 0 ici, si A et B sont ouverts. Et bien sûr, si un des interrupteurs est fermé, la lampe s'allumera. Donc j'aurai 1 dans tous les autres cas. Et donc là, cette situation-là, c'est tout simplement A ou B. A ou B. Ou bien sûr, A and B. Donc voilà pour une introduction. Autrement dit, lorsque vous avez, ça rejoint ce qu'on avait déjà dit pour le et le ou, vous avez, pour avoir un 1, il faut que A et B soient tous les deux 1. Dans tous les autres cas, vous avez 0. Dans tous les autres cas, vous avez 0. Lorsque vous avez un ou, donc écrit ici A plus B, lorsque vous avez un ou, vous avez un 0
si A et B sont à 0. Autrement dit, si A est faux, B est faux, alors A plus B est faux. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Ici, A et B est vrai que si A est vrai et B est vrai. OK? Allez, on continue. On va donc maintenant définir ce qu'est une algèbre de Boole. Alors, d'abord, Georges Boole, donc mathématicien anglais né donc qui a vécu entre 1815 et 1864. Donc c'est lui qui a effectivement mis en place cette algèbre qu'on peut définir ainsi, soit un ensemble B, donc constitué de deux éléments, donc deux éléments, donc dont deux éléments appelés valeurs de vérité, soit vrai, soit faux. Cet ensemble est aussi noté B, ensemble B, qui comporte effectivement deux valeurs, soit 1, soit 0, ou bien soit 0 ou 1. L'algèbre de Boole définit sur l'ensemble B, elle définit sur l'ensemble B, elle est munie, donc l'ensemble B est muni, l'ensemble B est muni de trois opérations de base. Trois opérations de base. L'opération union, appelée OU, en anglais OR. En Python, on va utiliser le connecteur OR. Donc, l'opération union ou OR est bien sûr qui est notée additivement avec le signe plus. D'accord? On ne dirait pas A plus B, on dira A ou B. L'opération intersection appelée et, en anglais AND, est notée multiplicativement. Donc, je mets un point ou on ne met pas de point, ça dépend. Donc ici, par exemple, si je prends deux variables A et B, le OU se traduit comme ça. A plus B. Le et se traduit comme ça. A point B. On peut aussi écrire A ou B. A et B. Donc on peut mettre le point ou ne pas le mettre. Et nous avons bien sûr la complémentation. À toute variable A, on associe son complément, c'est-à-dire le non A ou not A. Donc si A est 1, 0, non A bar, c'est 0, A. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en algèbre de Boole, la valeur minimale, c'est toujours 0 et la valeur maximale, c'est toujours 1. Autrement dit, dans certaines opérations, on va traduire le résultat en disant c'est le minimum. Donc, si c'est minimum, c'est 1, c'est 0. Si c'est le maximum, c'est 1. OK, alors on va passer maintenant aux propriétés. Alors attention, il faut vous accrocher, donc il faut vraiment les maîtriser si vous voulez bien sûr réussir votre BTS. Alors ici, donc les propriétés, je vais les énumérer. Alors, quelles que soient les variables A, B, C, appartenant donc à B3, donc A est une variable booléenne, B aussi et C aussi. D'abord, il y a la propriété de commutativité. A ou B est égal à B ou A. Donc A plus B égale B plus A. A et B est égal à B et A. Donc ça, c'est la commutativité. Élément neutre. A ou 0, donc vous avez compris, vous pouvez même faire l'opération algébrique. A plus 0 est bien égal à 0 plus A, c'est égal à A. Autrement dit, A ou 0, 0 ou A, ça fait A. A et 1 égale 1 et A, ça fait aussi, bien sûr, ça fait aussi A. Alors, distributivité du et sur le ou. Distributivité du et sur le ou. Vous appliquez exactement les mêmes règles que la multiplication. Ça fait AB, vous voyez? J'écris plus, c'est ou AC. Hein, vous appliquez les règles de distributivité comme dans R, de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, vous faites AB ou AC. Ici, A, je distribue le plus. Je distribue le ou. Je distribue le ou sur le et. Ça fait A ou B et A ou C. Associativité. A ou B ou C. On peut bien sûr regrouper A ou B ou bien regrouper B ou C. Ça, c'est l'associativité du plus, l'associativité du ou. L'associativité du et. A et B et C, on peut bien sûr regrouper B et C.
La complémentarité, lorsque vous faites A ou A bar, vous obtenez toujours, c'est une tautologie, vous obtenez toujours 1. Quand vous faites A ou A bar, ça fait toujours 1. D'accord? En revanche, si vous faites A et A bar, ça fait toujours faux. Ça fait toujours 0. A et A bar, ça fait toujours 0. Élément absorbant. Lorsque à A vous rajoutez 1, lorsque à A vous rajoutez 1, ça ne change pas. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une petite erreur. Donc A ou 1, c'est forcément 1. D'accord? A et 0, c'est 0. Donc A est faux, c'est forcément faux. Ensuite, l'absorption. A ou AB, c'est A. A et A ou B, c'est A. Donc ces éléments-là, on va les démontrer tout à l'heure, hein, si on a un petit peu de temps. Donc là, l'idempotence, quand vous faites A ou A, ça fait A et A, ça fait A. L'involution, quand vous faites le contraire du contraire, ça vous redonne la valeur initiale. Donc vous faites A bar bar, ça fait A. Ça, c'est les lois de De Morgan qu'on a déjà vues. Le A ou B, c'est A bar et B bar. Le A et B bar, c'est A bar ou B bar. Le OU se transforme en et le et se transforme en OU. Ensuite, l'absorption. Donc ça aussi, on va le démontrer. A plus A et B, c'est A. A et A ou B, c'est encore A. Simplification. Donc tout ça, on va les montrer juste après. Alors, donc tout ça, je reviendrai après. Simplement pour vous montrer les tables de vérité. Donc là, quand vous avez le A, le B, donc là, vous avez A ou B. A ou B fait 0 si A est 0 et B est 0. Autrement dit, A ou B est faux si A est faux et B est faux. Et c'est vrai dans tous les autres cas. Alors que A et B est vrai que si A est vrai et B est vrai. Donc ici, pour avoir 1, il faut que là j'ai 1 et là j'ai 1. Et partout ailleurs, j'ai forcément combien? 0. Vous avez A qui peut être soit 1, soit 0. Forcément, le complémentaire de A, c'est tout simplement 0,1. Ok, donc je vous propose d'établir les premiers résultats. On va d'abord essayer de démontrer l'absorption. Alors, je vais commencer donc par établir ça. Donc ici, vous avez A. Donc A. Je vais prendre une couleur comme ça. Voilà. Donc A ou A et B. Ici, j'applique la distributivité à l'envers. Vous voyez, donc je vais mettre, si vous préférez, je vais factoriser par A. Alors, on emploie ce terme-là parce qu'en fait, c'est le chemin inverse de ce qui se trouve là. Vous voyez? Donc là, vous avez ici, vous voyez, vous avez A et B plus B ou C. Donc là, je vais mettre quoi? Je vais écrire ça comme ça. A, point 1, A, pardon, A et 1 plus A et B. J'ai remplacé A par A et 1. Vous voyez? A et 1, ça fait A. Donc ici, j'ai petit a et là j'ai petit a, ce qui me fait petit a, point, et 1 plus B. 1 ou B. Mais 1 ou B, c'est 1. Que multiplie 1. Enfin, point 1. Et ça fait A. Je répète. 1 ou B, c'est 1. Et A et 1, c'est A. Donc voilà, on a établi la première. Maintenant, je vais établir la seconde. Je vais établir la seconde. A et A ou B. Là maintenant, il suffit de distribuer le et sur le ou. Ça fait A et A ou A et B. Alors on va aller doucement. Mais A et A et A, c'est A. Donc
Donc là, ça fait A. Ou A et B. Et donc, le résultat, ici, je continue. Je mets maintenant A en facteur, si on préfère. Donc, ça fait, c'est comme si j'avais A et 1, ou A et B. Je mets A en facteur, ça fait A et 1 ou B. Mais 1 ou B, c'est 1. Donc, ça fait A et 1, ça fait A. Et on a établi ce deuxième résultat. OK. Maintenant, je vous propose de montrer, donc ici, l'absorption, je l'ai écrite 2 fois, hein, je l'ai répété, OK. Maintenant, je vais vous montrer ici, ces simplifications, OK. Alors, ça va être un petit peu plus long, donc je prends la première, donc celle-ci, on va établir ça, donc on va partir du membre de gauche, et on va arriver au membre de droite. Donc on va partir de A ou B et C. C'est égal. Quand je dis que c'est égal, ça veut dire que c'est, d'un point de vue logique, c'est équivalent. Ça a même valeur de vérité. D'accord? Ça a même valeur de vérité. Donc ici, je peux écrire A et 1 ou B et C. Je peux écrire A et le 1, je peux le remplacer par B ou 1. Puisque B ou 1, c'est 1. Ou B et C. Je distribue ce qui fait AB, A et B, ou A et C, A et 1, A, ou B et C, que je peux écrire comme ceci, A ou A, B, ou B et C. Ici, j'ai B et là j'ai B, je peux donc écrire A ou B et A ou C. Maintenant, je vais modifier le A. Le A, c'est quoi? C'est A A 1 plus, ou B et A ou C. Le 1, je peux le transformer en A et C ou 1. C ou 1, ça fait 1. Ou B, A ou C. Je continue. Je distribue. Ça fait A et C, ou A, ou B et A ou C. Je peux réarranger. Le A, je sais que A et A, c'est A. Donc je peux écrire A et C, ou A et A. Je remplace le A par A et A, ou B et A ou C. Là, j'ai A et là, j'ai A. Je peux factoriser par A. Ça me fait donc A et A ou C, ou B et A ou C. Et là, je vois que j'ai A ou C, A ou C. Donc, je factorise ce qui me donne. Je reprends ici. Donc, j'ai donc A plus B et C égale.
je mets ça en facteur, ce qui me donne A ou C et A ou B. Je peux laisser comme ça, ou comme l'opération est commutative, je peux aussi écrire A ou B et A ou C. Et donc, j'ai établi le résultat. Je vous propose de faire le suivant, qui sera un peu plus rapide. OK? Je vous laisse noter tout ça. OK, allez, on va passer au suivant. Donc, le dernier ici. Alors, ça me fait donc, je pars de A, je vais changer de couleur un peu, voilà, A, ou A bar et B, que je peux écrire A et 1, parce que A et 1, encore une fois, c'est tout simplement A. A et 1, c'est tout simplement A. Donc, ou A bar et B. Je continue. Le 1, je peux le remplacer par donc A et B ou 1, c'est logique. 1, c'est B ou 1. Hein. N'importe quelle variable ou 1, ça fait toujours 1. Donc le 1, c'est B ou 1. Ou A bar et B. Je continue. En distribuant, j'obtiens A et B, ou A et 1. A et 1. Ou A bar et B. Donc A et 1, ça fait A. Ou là, vous voyez que je peux mettre B en facteur, ça fait B et A ou A bar. Mais vous savez que A ou A bar, c'est toujours 1. A ou A bar, c'est toujours 1. Ce qui fait A ou B et 1. Mais B et 1, c'est A, c'est B. Donc ça fait soit A ou B, ce qui établit ce dernier résultat. Voilà, donc il ne me reste plus pour la prochaine fois à aborder des exercices donc liés à l'algèbre de Boole, et on va bien sûr faire appel aux tables de Carnot. Donc on va apprendre à simplifier des expressions. On va voir un peu toutes les formes canoniques qui existent. Voilà, donc aujourd'hui, on va se limiter à cette partie-là. Donc je vous recommande de bien lire ce cours pour la prochaine fois, n'est-ce pas? Et puis, je vous dis donc à une prochaine session. Donc, je remonte juste à ma première page. Voilà. Et donc, je vous dis, n'hésitez pas à commenter, puis je vous donne rendez-vous à la prochaine session qui, encore une fois, je vais aborder certains exercices donc, qui vont nous permettre de bien exploiter les propriétés donc, que j'ai énoncées précédemment. Donc je vous recommande de bien les maîtriser, de bien les relire, de bien vous les approprier afin de faire les exercices de façon, je dirais, automatique. Allez, à bientôt.